jour. Le sang des victimes de Charlie Hebdo, des policiers français, des otages et des Français musulmans qui sont censés les avoir exécutés n'a pas encore séché, mais les récupérations en tout genre ont déjà engrangé de substantiels profits dans une manifestation très étrange qui a mobilisé des millions de gens. Netanyahou était le maître de cérémonie. Il était accompagné par des personnalités sionistes parmi les plus racistes et les plus extrémistes qui soient, dont Naftali Bennett, le ministre israélien de l'économie, qui avait publiquement déclaré ceci, je le cite, « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie et il n'y a aucun problème avec ça ». Dans ce genre de conjoncture, il n'y a pas de hasard et la symbolique est toujours très forte. Ramener ainsi dans ses bagages un tueur d'Arabes et qui s'en vante publiquement est un signal très fort. Les tragiques événements de Paris n'ont pas visé que des Juifs, mais la récupération s'est faite presque exclusivement en faveur non pas seulement des Juifs, mais du sionisme. Si la manifestation avait eu pour objet de dénoncer la violence et le terrorisme, mais aussi de réconcilier tous les enfants d'une même République, nous aurions compris que cette même République, qui se revendique pourtant furieusement de la laïcité, puisse faire un peu dans une sorte de communisme en clôturant la manifestation dans les 3 lieux des cultes les plus présents en France. Une église d'abord, ensuite une mosquée et une synagogue. Ce ne fut pas le cas. C'est juste dans une synagogue, la grande synagogue de Paris, que cela a fini, avec kippa pour tout le monde, et un discours particulièrement musclé d'un Netanyahou qui s'est abondamment servi de son index pointé devant un Hollande et un Valls qui rentraient littéralement dans leurs kippas respectives. Nous sommes donc encore dans le questionnement, nous sommes encore interloqués, même si nous ne sommes pas naïfs au point de ne pas comprendre qu'il se prépare quelque chose de pas très réjouissant pour les musulmans, même si nous ne sommes pas assez naïfs pour comprendre désormais à qui profite le crime. Il n'y a qu'à voir dans quelle apothéose pour Israël a fini la manifestation et avec quelle arrogance Netanyahou se comportait en terrain conquis pour tenir un fil conducteur. Mais aujourd'hui, en guise d'introduction, je lirai la lettre de Luc Besson, un des grands cinéastes français, un des plus grands cinéastes français. C'est le seul à avoir pensé aux musulmans. Il a fait cette lettre à ses frères musulmans. Une lettre d'autant plus émouvante qu'au moment où la stigmatisation des musulmans fait des ravages dans toutes les couches des sociétés occidentales, Luc Besson a su trouver les mots pour dire à ses frères musulmans qu'ils ne sont pas seuls, que les médias et les politiciens dominants ne sont pas la conscience de tout l'Occident. Nous allons vous la lire. La lettre de Luc Besson à l'attention de ses frères musulmans. Mon frère, si tu savais combien j'ai mal pour toi aujourd'hui et ta belle religion ainsi souillée, humiliée, montrée du doigt. Oublier ta force, ton énergie, ton humour, ton cœur, ta fraternité. C'est injuste et l'on va ensemble réparer cette injustice. On est des millions à t'aimer et on va tous t'aider. Commençons par le commencement. Quelle est la société qu'on te propose? Basée sur l'argent, le profit, la ségrégation, le racisme. Dans certaines banlieues, le chômage des moins de 25 ans atteint 50%. On t'écarte pour ta couleur ou ton prénom. On te contrôle 10 fois par jour. On t'entasse dans des bars d'immeubles et personne ne te représente. Qui peut vivre et s'épanouir dans de telles conditions? Attacher un enfant ou un animal sans nourriture et sans affection pendant des mois, il finira par tuer n'importe qui. On fait passer le profit avant toute chose. On coupe et vend le bois du pommier et après,
en s'étonne de ne plus avoir de fruits. Le vrai problème est là, et c'est à nous tous de le résoudre. J'en appelle aux puissants, aux grands patrons, à tous les dirigeants. Aidez cette jeunesse humiliée, atrophiée, qui ne demande qu'à faire partie de la société. L'économie est au service de l'homme et non pas l'inverse. Faire du bien est le plus beau des profits. Chers puissants, vous avez des enfants? Vous les aimez? Que voulez-vous leur laisser? Du pognon? Pourquoi pas un monde plus juste? C'est ce qui rendrait les enfants plus fiers de vous. On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Ce n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman. C'est juste égoïste. Et ça entraîne notre société et notre planète droit dans le mur. Voilà le travail que nous avons à faire dès aujourd'hui pour honorer nos morts. Et toi, mon frère, tu as aussi du boulot. Comment changer cette société qu'on te propose? En bossant, en étudiant, en prenant un crayon plutôt qu'une calache. La démocratie a ça de bien qu'elle t'offre des outils nobles pour te défendre. Prends ton destin en main, prends le pouvoir. Ça coûte 250 € pour t'acheter une Kalachnikov, mais c'est à peine 3 € pour t'acheter un stylo. Et ta réponse peut avoir 1000 fois plus d'impact. Prends le pouvoir et joue avec les règles. Prends le pouvoir démocratiquement. Aide tous tes frères. Le terrorisme ne gagnera jamais. L'histoire est là pour le prouver. Et la belle image du martyr marche dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a 1000 Kabus et 1000 Wolinski qui viennent de naître. Prends le pouvoir et ne laisse personne prendre le pouvoir sur toi. Sache que ces deux frères sanglants d'aujourd'hui ne sont pas les tiens et nous le savons tous. Ce n'étaient tout au plus que de faibles d'esprit, abandonnés par la société, puis abusés par un prédicateur qui leur a vendu l'éternité. Les prédicateurs radicaux qui font leur business et jouent de ton malheur n'ont aucune bonne intention. Ils se servent de ta religion à leur seul avantage. C'est leur business, leur petite entreprise. Demain, mon frère, nous serons plus forts, plus liés, plus solidaires. Je te le promets. Mais aujourd'hui, mon frère, je pleure avec toi. Luc Besson. Nous allons voir 4 petites vidéos pour nous mettre dans le bain. La première est celle où nous voyons la manifestation finir dans la grande synagogue de Paris. Tout le monde en kippa. Voilà. Ils sont en train de crier victoire, en quelque sorte, dans la synagogue rue des Victoires. Monsieur Netanyahou qu'on voit ici, la vedette. Deuxième vidéo, nous allons voir M. Netanyahou qui vient engranger les fruits de la victoire à la synagogue rue des Victoires. ישראל ניצבת עם אירופה, ואירופה חייבת להתייצב עם ישראל. Israël est aujourd'hui aux côtés de l'Europe, mais je voudrais que l'Europe soit aussi aux côtés d'Israël. Voilà, c'est clair, c'est net. Israël vient engranger les fruits de la victoire. Ensuite, maintenant, nous allons voir une vidéo où le policier est achevé et où tous les spécialistes en la matière nous signalent que ce n'est pas normal. Que normalement, un tel tir aurait dû faire exploser la tête du policier, Rabbi Yarhamou de toutes les façons. Et que c'est une vidéo qui a été retirée de toutes les façons de tous les sites de YouTube. Heureusement que nous l'avions enregistrée. I'm going to show you some footage of the Charlie Hebdo.
following the official story. You can draw your own conclusions. The following clip was played on France 24. You'll notice in the middle, a section is edited out. Des coups de feu en plein Paris. Deux hommes viennent d'abattre un policier. Il est 11h30 ce mercredi. Armés et cagoulés, les deux hommes repartent. Ils revendiquent leur acte. Let's look at the clip that was edited out. Now, if we zoom in and slow it Regardez la down, tête you'll see that the du officer policier isn't n'a actually même hit pas by a bougé. bullet. There is a blast that hits Alors the qu'elle side aurait just dû in être front of him. projetée He is en avant clearly not hit in the head après as le the corporate tir. media is claiming. Le policier s'est couché doucement. C'est Let's comme watch it s'il again. n'avait pas reçu un Notice that impact the head isn't de balle marked en by the pleine blast tête. as it would be if he was actually hit. Notice the plume of dust about a foot in front of him as the shot hits the ground. This is an AK-47. A hit to the head would splatter blood and brains all over the sidewalk. Anyone who claims that this footage shows someone being hit in the head by a 7.62 by 39mm round either has no experience with guns or is lying. This is a big bullet that does massive damage and Le makes a spécialiste bloody qui est en train mess. de parler, This il dit que officer was normalement, not la killed tête by a aurait dû gunshot. littéralement exploser. My first thought here was, Sous un okay, tel they impact. missed. Just one problem. Every single mainstream media outlet is claiming that he was finished off with a shot to the head. And that's blatantly false. So then you have to ask, Or, nous voyons le what else are policier they se lying coucher about? doucement. Funny thing is, these guys went to the trouble to put on ski masks, but for some reason, according to the authorities, they left an identity card in the getaway car. That's how the perpetrators were identified. Et maintenant, nous allons voir la dernière vidéo. La vidéo dans laquelle nous allons voir Koulibaly, le preneur d'étage, lorsqu'il a été abattu par les services de police, par les forces de police. Et je vais vous demander de bien observer, parce que vous allez voir que Koulibaly avait les mains attachées. Nous vous passerons la vidéo 2 fois pour vous permettre de bien voir. Je vous demande de bien regarder, de bien visionner. Pour vous, nous avons fait des ralentis pour que vous puissiez suivre. Là, les policiers tirent. Ils tirent à l'intérieur, alors qu'un policier est déjà rentré dans les lieux. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Et là, le preneur d'otage va surgir. Voilà, le voilà. Voilà. Regardez bien, il a les mains attachées. Regardez bien. Et la Kalachnikov est en bandoulière attachée sur son dos. Regardez ses mains. Elles sont attachées. Et la Kalachnikov est attachée en bandoulière sur son dos. Nous posons la question à tous les spécialistes, à tous ceux qui regardent, qui pourront nous expliquer ce qui se passe. Bien. À présent, je vais recevoir nos invités. Monsieur Christophe Oberlin, professeur en médecine, Paris. Monsieur Karim Tabou, président de l'UDS à Paris. Monsieur Brahim Younsi, président de l'UDM à Paris. Et Lila Haddad, journaliste accrédité auprès du Parlement européen, auprès de l'Union européenne. Professeur Christophe Oberlin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Benchenouf. Bonjour. Alors, les médias n'en parlent pas, pratiquement, ils n'en font pas état du tout. Mais personne n'ignore qu'il y a un grand malaise. À peu près tout le monde en parle. Hein. Moi, je suis moi-même en contact avec mes collègues français. Tout le monde en parle, bien que les médias n'en fassent pas état. Il y a comme un grand malaise. Les gens semblent croire que quelque chose se passe de pas normal, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'on n'a pas tout dit. Vous n'avez pas ce sentiment ? Alors, écoutez, effectivement, c'est un sentiment, et c'est un sentiment qui nous a pris à partir du moment où les tueurs sont partis en cavale. Il y avait des discussions, et il est clair que soit ils étaient arrêtés et on saurait le fin de l'histoire, on saurait qui les a tenus, qui les a enrôlés, qui les a manipulés. À partir du moment où ils devaient être tués lors d'un assaut, eh bien l'enquête serait arrêtée.
Donc on aimerait bien savoir qui a déposé par exemple cette fameuse carte d'identité. Enfin ça semble complètement absurde que des gangsters aient commis une telle erreur. Donc effectivement on sent une grosse manipulation et cette manipulation se confirme dans la médiatisation scandaleuse qui a été faite ces jours-ci et en particulier hier. Mais cette récupération, pourquoi être allé à une synagogue à la fin de la manifestation? Une manifestation qui a réuni des millions de Français qui sont venus dénoncer la violence d'une façon générale, le terrorisme, essayer de trouver les voies et moyens pour se réconcilier, pour le vivre ensemble. Et ça finit dans une synagogue de façon presque outrancière, presque provocatrice. Oh, ça ne finit pas dans une synagogue, c'est complètement récupéré par M. Netanyahou et M. Hollande, et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de M. Hollande. M. Hollande a commis une erreur énorme politique cet été en soutenant M. Netanyahou tout au début de l'offensive israélienne contre Gaza, et là il commet une deuxième faute absolument monstrueuse. Il est clair que la situation des deux, que ce soit M. Hollande ou M. Netanyahou, à des degrés divers, est une situation d'une extrême fragilité. En particulier, M. Netanyahou maintenant est menacé personnellement devant la Cour pénale internationale. Tous les obstacles juridiques ont été levés. Et dès aujourd'hui, la procureure de la Cour pénale internationale pourrait entamer une enquête préliminaire et transmettre le dossier à la Cour préliminaire. Autrement dit, il est dans une situation de grande fragilité et cet événement, pense-t-il sans doute, ce drame vient à point nommé pour essayer de différer un peu l'échéance. Mais nous vivons un moment historique qui est celui où Israël, ou plutôt ses dirigeants, car c'est l'objectif et l'objet de la Cour pénale internationale est d'inculper des dirigeants, et bien pour la première fois, des dirigeants israéliens pourraient être amenés à répondre de leurs crimes, et ceci ne tient finalement qu'à un fil, c'est-à-dire la décision politique de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Malgré la pression américaine, malgré tout ce qu'on a vu au cours de ces derniers mois, il existe une plainte en bonne et due forme depuis le 25 juillet. Elle a été réactivée et la justice, enfin la justice internationale, pourrait donner de la voix. Et vous pensez qu'en l'état des circonstances et compte tenu de cette atmosphère où Israël semble tellement victorieux, c'est comme s'il avait remporté une très très grande victoire, vous pensez que cette plainte pourrait aller à son parachèvement, ça veut dire à des poursuites? Écoutez, je crois qu'il faut que le droit parle, il faut que les conflits se résolvent dans le droit. Je ne crois pas qu'il faut se laisser impressionner par l'énorme médiatisation, l'énorme manipulation des foules. Il y a un très grand débat qui est engagé notamment en France sur Internet sur la manipulation médiatique dont ces populations, dont ces foules ont été victimes hier. Ce débat n'est pas prêt de s'éteindre. Et vu de loin, eh bien, du côté de la Cour pénale internationale, ce débat n'aura peut-être pas l'importance que souhaite M. Netanyahou. Ce sont deux choses de nature différente. Merci. Restez avec nous, monsieur le professeur. Lila Haddad, merci d'avoir accepté notre invitation. Lila Haddad? Je suis là. Très bien. Alors, Lila, d'abord, quel est votre sentiment? C'est la question que je pose de façon récurrente depuis avant-hier à tous nos invités. Et est-ce que vous-même, vous êtes journaliste, est-ce que vous-même vous dites Charlie, je suis Charlie? Écoutez, au risque de vous décevoir, oui, je suis Charlie, comme j'ai été Tahar Jaoud, comme je suis aussi aujourd'hui Abdelhak Abdelsamir, Je n'aime pas les parallèles que je trouve exécrables. Il n'y a pas à comparer avec d'autres situations. Il n'y a pas à dire que je condamne cet acte criminel, mais il n'y a pas de mais. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez qu'on débatte de toute cette récupération, de toutes ces séquences, les malheureuses que les autres,
c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais sinon, par principe, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour un pays démocratique, la France l'est. Voilà, donc ça c'est de prime abord ma position par rapport au crime crapuleux qui a été perpétré donc auprès de nos confrères à Charlie Hebdo. Maintenant, je vous dis, si vous voulez passer à une autre étape, c'est un autre débat. Bon, alors, nous allons venir dans un moment à cette liberté d'expression dont on pourra parler en effet. Mais sinon, est-ce que pour vous, ça ne... J'allais dire ça ne sent pas le complot, mais je préfère dire, est-ce que pour vous, ça ne pue pas le complot à plein nez, cette histoire? Moi, je ne pense pas qu'il y a un complot, une conspiration. Je ne pense pas qu'il y a des coups préparés ou des pièges français, voire sionistes. Ce qui se dénonce, par contre, c'est la venue de Netanyahou et de la base aussi. Je pense que c'est une erreur de casting, je pense que c'est une grave erreur diplomatique. Ils n'ont absolument rien à voir avec cette affaire. C'est une affaire franco-française. Et il faut rappeler aux téléspectateurs que les criminels sont français et que les victimes sont aussi françaises. Donc, que ces victimes soient musulmanes, il y en avait eu. Que ces victimes soient juives, il y en avait eu. Et que ces victimes soient chrétiennes, il y en avait eu aussi et beaucoup. Donc, je déplore et je dénonce cet amalgame et cette récupération, donc, surtout, bien sûr, d'Israël. Je ne comprends pas pourquoi faire venir un chef d'État ou un chef de gouvernement israélien à Bruxelles, à Paris, pour qu'il aille rendre, se recueillir, je pense, à la supérette Kacher. Ça n'est pas son rôle, c'est le rôle des Français, c'est le rôle du chef d'État français, en l'occurrence M. Hollande. Les gens qui étaient dans cette supérette sont d'abord et enfin français. Mais Lila, vous dites qu'à votre avis, il n'y a pas de complot. Bon, c'est votre opinion, c'est votre avis que je respecte. Mais en même temps, vous remarquez que Netanyahou a été le maître de cérémonie au point où il a été invité à déclamer un discours index pointé devant le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur qui étaient assis au premier rang. Si ça, ce n'est pas... c'est plus qu'une récupération. C'est comme une apothéose. Monsieur Benchemou, oui. Qui a empêché M. Bouteflika de faire autant, puisqu'on parle de religion et de nationalité? Les criminels sont d'origine algérienne pour la plupart. Au moins deux d'entre eux, ils sont musulmans. Qui a empêché le roi d'Arabie de faire autant? Qui a empêché... Qu'est-ce que vous voulez dire qui les a empêchés de faire un discours? Lila Haddad. Pakistanais de faire autant? Non mais attendez. Lila Haddad, vous voulez dire que si des chefs d'État arabes auraient voulu parler, faire un discours dans leur mosquée... François Hollande et Valls et toute la suite auraient suivi dans la mosquée, auraient écouté ce discours? C'est ce que vous voulez dire? Pourquoi il serait empêché? Pourquoi M. Hollande... alors vous êtes naïf ou alors c'est moi qui ne comprends pas? C'est très facile de montrer du doigt. C'est là le problème des pays en développement, des pays arabes, des pays musulmans qui sont pour la plupart des pays en développement. C'est rester assis sur sa chaise et montrer du doigt. Pourquoi les autres ont fait? Pourquoi il y a conspiration? Il y a ceci et cela. Mais mon Dieu, Dieu du ciel, faites vous aussi. Ne subissez pas seulement. Restez avec nous, Lila Haddad. Restez avec nous. Nous allons demander l'avis de Brahim Younsi, président de l'UTM, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Brahim Younsi? Brahim Younsi? Allô? Oui, Brahim Younsi. Je vous entends, moi. Ah ben, très bien. Alors, dites-moi, Lila Haddad, moi, je lui dis que pour moi, ça a appuyé le complot à plein nez et que la meilleure preuve en était que M. Netanyahou s'est retrouvé dans le rôle du tribun qui faisait un discours dans la grande synagogue de Paris avec devant lui un parterre de chefs d'État, de ministres, y compris le chef de l'État du pays d'accueil et du Premier ministre
du pays d'accueil. Et Lila Haddad me dit, oui, mais qui a empêché les autres chefs d'État de faire pareil? Vous pensez qu'ils auraient accepté, M. Hollande et M. Valls, d'aller à la grande mosquée de Paris, écouter un chef d'État musulman parler avec l'index pointé contre eux? Écoutez, d'abord, je tiens à condamner cet acte criminel qui, d'abord, dont sont les victimes, bien sûr, les victimes réelles, mais le mot est peut-être impropre, mais les victimes ou la victime collatérale, c'est la communauté musulmane qui n'a pas de représentant, qui n'a pas de défenseur, qui est atterrée, qui a peur parce qu'elle subit aujourd'hui des actes innommables également, qui peuvent aller jusqu'au crime. Quant à la récupération, effectivement, M. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, a le bon rôle. On lui a donné l'opportunité à la fois des assassins, le pouvoir français et le pouvoir, je mets nos pouvoirs entre guillemets évidemment, qui ont donné à M. Netanyahou l'opportunité de récupérer cet événement qui dessert d'abord la communauté musulmane de France, qui se trouve orpheline, qui a toujours été orpheline. Moi, je veux revenir, si vous me le permettez, parce qu'elle est d'une intensité, d'une réalité extraordinaire et d'une condamnation du pouvoir français d'abord, ensuite des représentants, entre guillemets, des musulmans de France, la lettre de M. Luc Besson. Et je partage globalement et en détail la lettre de M. Luc Besson qui nous dit que le terrorisme ne gagne jamais. Parce qu'à chaque fois, nous l'avons vécu depuis des années, que des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes commettent des actes criminels, ils ont toujours profité à Netanyahou. Oui. C'est ça. Mais sur ce que disait Lila Haddad, elle pense très sincèrement, moi je la connais, Lila, elle est sincère, elle parle comme elle pense, que qui a empêché les autres chefs d'État musulmans ou de faire comme Netanyahou, c'est-à-dire de prendre la parole? Vous pensez qu'on les aurait laissés s'exprimer? Je ne crois pas qu'il se serait exprimé de cette façon. Bouteflika s'est exprimé devant l'Assemblée nationale et remémorons-nous son discours. Non, mais cette fois-ci, les gens qui sont venus, est-ce qu'on les aurait laissés? D'abord, est-ce qu'on aurait été avec eux à la grande mosquée de Paris? Et ensuite, est-ce qu'on les aurait laissés s'exprimer en direct devant toute la population française, retransmise par toutes les télés françaises? À cette question, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je crois vous avoir raconté cette anecdote, parce que nos dirigeants, quels qu'ils soient, oui. Quand on leur de s'asseoir, ils se couchent. Oui, bon, pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est sur le côté français que je voudrais insister. Ça veut dire, est-ce que les Français, les autorités françaises et le pouvoir, comme vous dites, auraient permis à d'autres que Netanyahou de s'exprimer dans une telle circonstance? Nous sommes dans une problématique, une dialectique. Si nos pouvoirs à nous étaient souverains, oui, eh bien, le pouvoir français les aurait laissés exprimer. Or, nos pouvoirs à nous ne sont pas souverains. Restez avec nous, Brahim Yolsi. Je vais revenir, professeur Oberlin. Professeur Oberlin, vous avez entendu Lila Haddad? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, de la discussion, je crois que il y a des éléments d'information qui nous manquent lorsqu'on parle d'un acte de personnes isolées, etc. Aujourd'hui, personne n'en sait rien et peut-être qu'il faudra plusieurs dizaines d'années pour qu'on le sache. Alors, c'est un drame qui frappe la France. Bon, le drame passé, il faut néanmoins se poser un certain nombre de questions. Il y a un grand débat
aujourd'hui sur le journal de Charlie Hebdo. Il y avait plusieurs millions de personnes hier dans la rue, à juste titre, pour soutenir les familles, pour soutenir certains dessinateurs qui avaient 80 ans. On a grandi avec eux, on les a connus presque personnellement à travers leurs dessins, donc il y a énormément d'émotions et c'est naturel qu'il y ait une compassion. Au-delà de ça, on voit quand même que le journal de Charlie Hebdo était près du dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'il y avait une désaffection depuis des années, et ces années, on peut les chiffrer pratiquement. Il y avait même eu un certain nombre de journalistes de Charlie Hebdo qui ont déserté en abandonnant cette politique qui était devenue franchement islamophobe. Autrement dit, le journal de Charlie Hebdo, en tout cas sa ligne éditoriale, ce qui est relativement indépendant de chaque dessinateur, si vous voulez, sa ligne éditoriale est devenue souvent très détestable. Autrement dit, je crois que beaucoup de gens qui ont défilé hier étaient solidaires finalement de cartoonistes, d'un certain nombre de personnages qui nous ont enchantés, mais n'étaient pas véritablement solidaires de la ligne éditoriale de Charlie. Il y a eu une scission, même le journal a explosé il y a quelques années, dans les années 2008, il y a eu Ciné Hebdo qui s'est créé, et un certain nombre de dessinateurs ont dénoncé les éditoriaux sionistes et absolument pas drôles, en particulier de M. Val et de Mme Fourest. Autrement dit, il y a beaucoup de choses à analyser derrière tout ça. Quant à la venue de M. Netanyahou, ça en fait strictement un événement international, directement un événement international, et on se pose la question, quelle est la situation de M. Netanyahou, qui a deux guerres extrêmement meurtrières derrière lui, qui a fait immédiatement la liaison entre l'attentat et le Hamas, ce qui a obligé le Hamas à publier d'abord un message de condoléances qu'ils avaient envoyé d'ailleurs dès jeudi, et ensuite à dénoncer cet amalgame qui a été fait par M. Netanyahou sans que personne n'ose lui opposer une réponse. Je rappelle que le Hamas est un mouvement de libération nationale qui n'a jamais porté aucune action militaire en dehors du territoire de la Palestine. Autrement dit, c'est à M. Netanyahou qu'il faut poser de bonnes questions, mais c'est aujourd'hui une affaire internationale. Mais à Lila Haddad, à qui j'ai posé la question pourquoi cette prise de parole par Netanyahou, elle a dit oui, mais qu'est-ce qui aurait empêché les autres chefs d'État musulmans et ministres de prendre la parole? Ce sont eux qui n'ont pas pris la parole. Il fallait qu'ils la prennent. Alors que ça s'est passé dans une synagogue et que seul, on sait comment ça se passe dans ces circonstances. C'est pas n'importe qui parle, c'est celui qui a été prévu de parler. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette Moi, je pense que cette récupération politicienne est abjecte, que M. Hollande aurait dû s'abstenir d'aller chercher l'électorat dans les rues de Paris, et que la famille, les amis, dans le recueillement et la tranquillité, auraient dû pouvoir se réunir s'ils le souhaitaient. Mais tout ce qui a gravité autour, et je reprends votre formule, est extrêmement nauséabond. Restez avec nous. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous êtes pris dans un bouchon et que vous essayez depuis tout à l'heure de vous ranger pour nous parler. Merci donc d'avoir fait tous ces efforts pour nous. Karim Tabou. Merci à vous. Merci. Alors, merci. Alors, Karim Tabou, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un gros complot et en même temps qu'il y a une grosse récupération derrière? Enfin, j'ai pas suivi le début de l'émission, comme j'étais en route, mais bon, ce qui s'est passé en France, ça parlait de ça également. Oui, c'est-à-dire que nous avons dit que beaucoup de choses sont restées dans l'ombre, il n'y a pas eu de véritable enquête. Tout de suite, alors qu'il n'y avait pas que des victimes juives, tout s'est concentré autour de Netanyahou. La manifestation a fini à la grande synagogue de Paris. Monsieur Netanyahou a été invité à faire un discours très musclé qu'il a fait. Il a demandé à l'Europe d'être avec Israël pour qu'Israël soit avec les Européens, etc. Et tout ça nous a semblé un peu nauséabond, comme vient de le dire le professeur Oberlin. En tout cas, de mon point de vue, le monde a
changé, comme on dit. Les relations internationales ne contiennent plus de valeur ni d'éthique. C'est une course claire vers les intérêts. Et quand il y a des événements comme ça, chacun essaye de les exploiter, chacun essaye de mettre son jeu dans le jeu des autres. Et je pense la tentative de faire des amalgames et de manipuler ce qui s'est passé à Paris existe de part et d'autre, que ce soit les officiels français eux-mêmes qui souscrivent à partir de maintenant dans une logique sécuritaire et là des avantages qu'on a le temps du débat. Il y a peu de temps, la scène politique française était préoccupée par les problèmes socio-économiques, par l'absence de croissance, par j'allais dire les promesses faites par les uns et par les autres lors des élections. Et voilà, il y a un événement qui vient et qui remet donc au second plan les préoccupations économiques et sociales. Bien sûr, de l'autre côté, il y a également les Israéliens qui veulent profiter pour, j'allais dire, approfondir le sentiment qu'ils ont été les victimes du terrorisme. Et je pense que dans ce registre-là, il n'y a pas que le régime, que l'État d'Israël qui essaie de manipuler, mais bien des États et des régimes arabes également qui profitent de cette occasion pour dire aux Français et à l'Occident que nous avons mené une bataille entre parenthèses contre le terrorisme et aujourd'hui nous avions raison d'avoir relégué au second plan les questions démocratiques, les questions des droits de l'homme, les questions de la citoyenneté. Et nous avions donc raison d'avoir donné la primauté au travail, donc à la lutte contre le terrorisme. D'une manière claire, aujourd'hui, il y a une course vers des positionnements et un événement comme ça donne donc une opportunité aux uns comme aux autres. Moi, franchement, je ne suis pas partisan j'allais dire, de la lecture de ces événements par la présence partout de complots, etc. Le propre de la politique, les uns et les autres profitent, se saisissent des opportunités qui leur tombent en tête pour essayer de passer leur discours, de passer leurs options, qui soient les options politiques ou les options économiques également. Karim Tabou, dans sa lettre à son frère musulman, Luc Besson, dit qu'il comprend en substance, qu'il comprend que rien de bon ne peut sortir de ces sociétés ou dans les cités où sont ghettoisés ces musulmans. Généralement, il y a un taux de chômage de 50% et que donc c'est normal, cette société ne leur offre rien et qu'on ne peut pas attendre d'un pommier qu'on coupe qu'il donne des fruits. Effectivement, donc ces sociétés occidentales, les sociétés maghrébines généralement, sont vraiment ghettoisées. Vous ne pensez pas que viendra le jour peut-être d'un déclic pour un retour massif, un exode à rebours vers les pays maghrébins, pour un retour de toutes les diasporas maghrébines vers leur pays d'origine? En tout cas, ce qu'on peut comprendre de ces événements, je ne suis pas en train de justifier l'acte commis que je dénonce, que je condamne. Mais il était, pour moi, c'est pas une surprise, puisque beaucoup d'experts des questions politiques, mais également des questions sécuritaires, faisaient des alertes répétitives sur les risques d'action de ce genre en France ou ailleurs dans certains pays occidentaux. La raison est toute simple. La raison est que si nous prenons l'exemple de la France, qui est engagée aujourd'hui dans beaucoup de conflits dans le monde, et beaucoup de gens s'interrogent sur les dessous, les buts, les objectifs de toutes ces interventions. Vous savez, quand vous participez d'une manière ou d'une autre aux événements qui ont mis tout un pays comme la Libye dans la confusion absolue, dans l'insécurité totale,
Et quand vous êtes d'une manière ou d'une autre responsable des violences, de graves violences, qui se passent au Centrafrique entre chrétiens et musulmans, et quand on voit les opérations qui sont menées, qui se soldent par des dizaines de morts de civils, ce que George Walker Bush, à un certain moment, appelait les dégâts collatéraux. Mais on ne peut pas accepter que des dégâts collatéraux puissent être aussi importants d'une ampleur, j'allais dire, d'extermination de population, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit dans d'autres pays également. Il y a quand même des images qui étaient tellement choquantes que ça faisait le lit, que ça aidait les mouvements extrémistes, les radicaux de tout bord, à embrigader davantage des gens, des jeunes et tout ça. Donc quand on garde quand même en mémoire l'opération qui a été, comment le président Gbagbo a été retiré de sa chambre personnelle en tenue de j'allais dire, personnelle, en pyjama, chez lui, ça. Oui. Je crois que nous avons perdu Karim Tabou. Lila Haddad. Lila. Oui, je suis là. Alors, Lila, vous qui nous parliez tout à l'heure de liberté d'expression, vous connaissez cet épisode de Ciné, le grand dessinateur Ciné, quand il avait été mis à la porte par Philippe Val, qui était directeur de Charlie Hebdo, parce que Philippe Val a considéré que Ciné faisait des dessins antisémites? Absolument, j'ai suivi cette affaire et c'est pourquoi j'ai envie de vous dire que pour éviter donc d'aller jusqu'à poser des actes criminels, pourquoi les musulmans de France ne feraient pas comme les juifs de France, c'est-à-dire ils vivent dans un état de droit, la France est un pays démocratique, et qu'ils proposent, qu'ils fassent à travers des représentants, des députés, qu'ils proposent une résolution qui, par exemple, mettent des lignes rouges, comme on a fait pour les Juifs. On ne rit pas avec les fours crématoires, on ne rit pas avec les chambres à gaz. Et bien que les musulmans, aujourd'hui en France, posent la même démarche pour mettre un certain nombre de lignes rouges et expliquer surtout, expliciter grâce à un dialogue, à une communication la plus large possible entre les autochtones chrétiens, français et juifs, et aussi les français musulmans, pour dire combien c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, un simple citoyen européen n'arrive toujours pas à comprendre l'importance immense, grandissante pour un musulman, donc l'image du prophète. Mais Lila, vous posez un problème qui a été posé 1000 fois. Les musulmans de France ont dit 1000 fois ou 1 million de fois peut-être, ils ont revendiqué pour eux-mêmes ce que les Juifs ont imposé. Les Juifs ont dit, comme vous venez de le dire, on ne rigole pas avec les chambres à gaz, on ne rigole pas avec l'Holocauste, on ne rigole pas avec Israël. Dieu donné, on sait quelque chose, mais on leur a dit non, vous n'avez rien à dire. Ça, c'est de la liberté d'expression. On a le droit de se moquer du prophète, on a le droit de le représenter sous toutes les coutures que nous voulons. Si vous n'êtes pas content, voilà le mur, vous tapez la tête dessus. Donc, ce que vous êtes en train de dire finalement, ça a été dit, redit, mais ils leur ont répondu que non, ça fait partie de la liberté d'expression. Or Ciné a été mis à la porte parce qu'il avait un dessin antisémite. Demander, mais il faut utiliser les lois de la République française et demander leurs droits de la façon la plus officielle possible. Tout simplement, c'est vrai qu'ils en ont parlé, des mouvements associatifs des musulmans de France, etc. Mais ça n'a jamais été jusqu'à faire la démarche juridique
pour demander... ça a été fait, Lila, ça a été fait. Des plaintes en justice ont été déposées par centaines. Vous n'êtes peut-être pas au courant, je vous l'apprends. Des plaintes ont été déposées par centaines. Des pétitions ont été signées par milliers. Des marches à l'amiable ont été entreprises au prix de Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo a dit non, je publie ces dessins. Pardon? Ce que je veux dire, est-ce qu'un député français a essayé de proposer... Les députés français, ça ne les intéresse pas de défendre... Les députés français ne sont pas intéressés à défendre les musulmans parce que les lobbies qui tiennent le Parlement ne sont pas des lobbies musulmans. Si vous ne savez pas ça, ce n'est pas de ma faute. Et vous allez vous fâcher si je vous dis, ce n'est pas leur problème, c'est le problème des musulmans de France. Il n'y a qu'à se constituer aussi en lobby. Vous avez raison. Crier. Vous avez raison, Lila. Nous allons demander à Brahim Younsi, qui est justement actif dans ce sens, qui fait de la politique en France pour essayer de rassembler les musulmans en formation, j'allais dire, en ordre serré. Brahim Younsi, vous qui êtes dans la politique, qui êtes en même temps dans la mouvance pas islamique, musulmane, j'allais dire, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Lila Haddad? Sincèrement, vos réponses sont pertinentes, celles qui ont été faites à Lila. C'est vrai que beaucoup de plaintes ont été... Vous avez posé la question de la liberté d'expression dans l'absolu. Évidemment que cette liberté d'expression peut être utilisée en France. Mais, pour reprendre seulement la marche d'hier, de qui, monsieur, et ça je reviens toujours à nos pouvoirs, entre guillemets, de qui M. Hollande était-il entouré? Des chefs d'État africains qui ne respectent ni de près ni de loin la liberté d'expression de leurs citoyens. Absolument. D'émirs du Golfe qui écrasent la liberté d'expression. Absolument. Etc., etc. Des antidémocrates, y compris le ministre des Affaires étrangères algérien. On sait que l'Algérie est une dictature militaire jusqu'à aujourd'hui. Oui. On sait que des gens ont été torturés. On sait qu'il y a des opinions que l'on ne peut pas émettre dans notre pays. On sait qu'il y a une presse qui est interdite. On a interdit il n'y a pas très longtemps un journal. 2 journaux. Oui. C'est pas la liberté d'expression qui a été célébrée hier. Oui. D'autant que, y compris les journalistes de Charlie Hebdo, ont dénoncé la présence d'un certain nombre de chefs d'État africains, notamment Bongo, je le cite parce qu'il a été cité par au moins un journaliste de Charlie Hebdo. Voilà le problème. Ça veut dire que nous sommes dans la récupération effectivement de cet événement tragique de part et d'autre. Oui. De part et d'autre. Et je partage l'opinion qu'a émise Karim Tabou, à savoir que le régime algérien est en train de pavoiser. Lui aussi a récupéré cet événement tragique qui s'est passé mercredi dernier à Paris. Parce qu'il dit, voilà, nous, tous les droits et libertés démocratiques, nous marchons dessus, voilà, parce qu'il y a le terrorisme aussi chez nous, etc. etc. Merci, Brahim Younsi, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il n'y a plus de temps. Je suis obligé de donner un dernier mot à nos 2 invités. Je voudrais seulement signaler quelque chose, que le ministre marocain qui était venu représenter le Maroc à la marche s'est retiré de la marche parce qu'il a observé que des dessins contre le prophète de l'islam continuaient à être publiés sur les journaux. Il s'est retiré dignement, contrairement au ministre algérien qui a marché dans les strapontins tout à fait au fond de la manifestation. Nous avons moins d'une minute. Un dernier mot, professeur Oberlin, s'il vous plaît. Je reprendrai un mot à la mode qui est ce mot complot, théorie du complot. Aujourd'hui, des populations, des millions de personnes sont martyrisées, contraints à se transformer en réfugiés, et dès que quelqu'un émet une critique, eh bien, on brandit le mot théorie du complot, on se regarde d'un air entendu, et à ce moment-là, on arrête de réfléchir. Je crois que l'histoire a été faite entièrement de complots.
il serait complètement naïf de penser qu'aujourd'hui tout ceci n'existe plus et que tout se joue carte sur table. Rien ne se joue carte sur table aujourd'hui et on n'a pas fini de se poser des questions sur les événements tragiques de la semaine dernière. Merci, professeur Oberlin, en espérant vous revoir bientôt. Merci, Brahim Younsi. Merci, Lila Haddad. Un dernier mot à Karim Tabou qui est encore avec nous. Karim Tabou, vous avez à peu près 1 minute pour conclure. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui est déplorable, c'est que quelques mois avant, les marches de soutien à la Palestine étaient pratiquement interdites en France et que c'est une bonne évolution que les gens aujourd'hui sentent le besoin de s'unir contre la violence, contre l'intolérance, contre à j'allais dire, à l'exploitation de ces événements. En tout cas, ça ne dute personne quand un ministre algérien des Affaires étrangères trouve de l'intérêt à marcher pour la démocratie à Paris et il interdit de marcher pour la démocratie en Algérie. Quand il marche contre le terrorisme à Paris et il laisse des groupes connus pour leur violence, notamment Madani Mzrag, pour tenir une université d'été en Algérie, c'est pas crédible. En tout cas, les militants de la liberté d'expression savent très bien c'est quoi la liberté d'expression. Et là, je rends un très grand hommage à tous ces journaux, à tous ces journalistes du monde musulman qui ont eu, au nom du respect de la liberté d'expression, le respect absolu pour toutes les religions et pour tous les prophètes. C'est respecter également la liberté d'expression. Merci Karim Tabou, en espérant vous revoir bientôt. Je rappelle qu'en Algérie, un journaliste est enfermé depuis 16 mois sans aucune véritable inculpation. Il est enfermé depuis 16 mois à la prison de Tébessa. Il s'appelle Abdelhayi Abdelsami. Il a été enfermé sur ordre du frère du président, le maître du pays. Salam alaikum, khawala khair, bislama.